Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur UPR TV Madame Amélie Ismaili, dont vous connaissez peut-être le nom, puisque c'est celle qui a fait cet article tout à fait extraordinaire sur Rudi Reichstadt, c'est le chasseur de complotistes, sur son association s'appelle Conspiracy Watch, en américain, s'il vous plaît, l'Observatoire du conspirationnisme. Et Madame Ismaili, j'ai découvert, à la fois, elle était passée chez Toxin avec Clémence Oudiakova, et puis j'ai découvert qu'elle a un site, enfin un blog, et j'ai lu le texte qu'elle avait fait, je l'ai trouvé tout à fait remarquable, je le dis d'abord parce que c'est vrai, et puis parce que ça m'a rappelé un peu, moi j'ai la formation d'inspection des finances, c'est-à-dire toujours avancer des choses très précises, chiffrées, sourcées, ce qui est le travail que doit faire un bon inspecteur des finances, mais aussi un très bon journaliste d'investigation, c'est-à-dire qu'il ne doit rien avancer qui ne soit précisément sourcé. Alors j'ai relayé ces informations, parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait quand même vraiment de l'abus et du scandale, on va y revenir dans un instant. Et puis ensuite, M. Rudi Reichstadt a jugé bon de publier un tweet où il annonçait que je vais porter atteinte à sa dignité, à son honneur. Enfin là, c'était une scène de la commedia dell'arte. Et donc, si je ne retirais pas mon tweet immédiatement, il allait se porter devant un prétoire, même les avocats. Bon, évidemment, j'ai passé l'âge de me laisser intimider. Surtout que je sais que M. Rudi Reichstadt, et comme d'ailleurs les gens dans son cas, les chasseurs de complotistes, en fait, leur principal mode d'action, c'est la terreur, la mise sous terreur et l'intimidation. C'est vraiment quelque chose sur lequel qui fondent leur pouvoir, qui est là-dessus. Or là, ils sont tombés avec un os à jouer sur moi, mais aussi, je l'ai découvert, sur Madame Ismaili, puisque lorsque ce tweet de M. Rudi Reichstadt a été publié, et quelques heures après, j'ai vu un tweet de Madame Ismaili qui a répondu d'une façon que j'ai trouvée extrêmement intelligente, élégante, à tous les égards, et mature, en fait, puisqu'elle a dit je ne vois pas pourquoi vous attaqueriez M. Asselineau, parce qu'il a repris les informations de mon article, c'est moi qu'il faudrait que vous attaquiez. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris contact avec Madame Ismaili, Amélie de son prénom, pour lui proposer une petite vidéo, un petit entretien voilà, sur UPR TV, parce que je pense qu'il est important qu'on mette en fait carte sur table. Je crois qu'on peut reprocher à Donald Trump des tas de choses, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher, c'est qu'il est en train de lancer, je crois, une révolution de la vérité. On a vu qu'il est en train de balancer dans la presse et en public des quantités de dossiers qui avaient été enterrés, de faire des révélations extraordinaires sur la CIA, sur le financement par des organisations comme l'USAID, de quantité de médias dans le monde entier, le fait que l'agence France-Presse reçoive des financements américains, tout ça, c'est des choses absolument incroyables. Et donc, je pense que là, on est en train de basculer dans un nouveau moment de l'histoire du monde. Et c'est comme si on avait l'Occident qui allait revenir peut-être sur des valeurs qui étaient des valeurs justement d'honnêteté, de précision et de vérité. Voilà, alors j'ai assez parlé pour présenter mon invité. Bonjour Amélie, je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. Est-ce que vous pourriez vous présenter devant nos téléspectateurs qui vous êtes, voilà, où est-ce que vous êtes né, quel âge avez-vous, quelles études avez-vous faites, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Alors déjà, merci de m'avoir invitée, ici. Je suis ravie d'avoir répondu à cette invitation. Alors moi, je suis Amélie Ismaili. En fait, je viens à la base, j'ai fait des études de lettres. J'ai temporairement commencé à travailler un peu pour le journalisme. Enfin, je m'étais orientée vers le journalisme assez tôt. J'ai fait des stages dans ce sens. Et puis, j'ai décidé de changer de voie parce que à l'époque, ça m'avait... je trouvais que voilà, travailler dans ce métier au début, on manquait beaucoup de liberté et ça ne correspondait pas à mon éthique. Donc, je m'intéressais toujours aux médias. Donc, j'ai fait une formation. Ensuite, j'ai fait une grande école avec un parcours médias et communication. Puis ensuite, j'ai travaillé un peu pour la culture avec ce qu'on appelait des partenariats médias. Et entre-temps, il y a eu le Covid.
Et pendant le Covid, alors moi, je me suis retrouvée au chômage parce qu'il y a eu aussi des soucis économiques qui ont touché beaucoup de secteurs. Et pendant ce temps-là, eh ben, j'ai commencé un petit peu à écrire, effectivement, et notamment au fact-checker, où je m'intéressais plus particulièrement au phénomène du fact-checking, puisque moi, j'avais vraiment étudié les médias, les systèmes de circulation d'informations. Voilà, ce phénomène de fact-checking m'intéressait beaucoup dans une période de crise sanitaire où on a eu une propagande, en tout cas vraiment un discours au niveau médiatique très très aligné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire des médias que la période du Covid. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser au fact-checking et j'ai commencé à écrire pas mal de tweets là-dessus. Et c'est de là que j'ai pris un petit peu de visibilité en contestant certains fact-checkers. Et j'ai commencé un livre sur ce sujet. Et puis voilà, et puis on en est là. J'ai été invitée sur pas mal de cas. Je me suis intéressée au fonds Marianne en particulier. Et c'est comme ça que voilà, j'ai aussi monté un blog qui n'était pas le mien, que j'ai repris par d'autres personnes, qui m'a permis d'écrire quelques articles dessus. Donc voilà où j'en suis. J'ai un livre qui, j'espère, pourra paraître bientôt, sur tous les systèmes de fact-checking, leur origine, comment ils se sont développés en France et quelles sont les idéologies derrière. Bon, merci beaucoup pour cette première présentation. Vous êtes actuellement, vous êtes en freelance, comme on dit, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes salarié d'une structure. Alors non, je suis auto-entrepreneur. À la base, j'étais freelance depuis longtemps, mais pour travailler dans la communication à l'époque. Et depuis, je travaille en freelance surtout pour faire de la revue de presse au sein d'entreprises, notamment. Et je suis en train de monter une fondation pour faire en fait créer un média avec une chaîne, voilà, développer davantage ce qu'on appelle le journalisme citoyen, c'est-à-dire faire du journalisme qui sorte un petit peu des carcans de ce qu'on appelle généralement la presse mainstream, que je préfère parler de presse institutionnelle, c'est-à-dire la presse d'une corporation journalistique. Et l'idée, voilà, c'est de revenir un petit peu, de faire de la veille citoyenne sur les médias, dans une tradition qui s'appelait le watchdog à l'époque. Ah oui, Watchdog. Vous avez des affinités politiques publiques. Je vous demande pas forcément vos opinions politiques, mais est-ce que vous avez appartenu à un parti politique ou bien vous êtes, non, une citoyenne éveillée sans a priori politique particulier? Alors, j'ai été sur la liste aux européennes, la liste de Nous le peuple, qui était la liste conduite par monsieur Georges Kuzmanovic. C'était une demande à une époque parce que voilà, on va dire, je m'entendais bien avec eux. Puis je suis sortie de République souveraine parce que justement, j'ai voulu créer justement un média et travailler en tant que journaliste sans m'affilier à aucun parti. Et puis d'ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui, au niveau, alors sans cacher évidemment une certaine sympathie pour le souverainisme, dans tous les cas, hein, ça fait partie de mes idées. Je suis surtout quelqu'un qui souhaite développer le pluralisme des idées. Et pour ça, je ne souhaite m'affilier à aucun parti, sachant que globalement, je suis quelqu'un qui, voilà, ne suis pas très... j'ai une vision de la démocratie un petit peu différente. Actuellement, non, je ne fais plus partie de ça. Je ne fais plus partie d'aucun parti, mais dans le passé, oui, j'ai fait partie de République souveraine. D'accord, donc vous avez une inclination pour effectivement la mouvance dite souverainiste, et vous avez plus qu'une inclination, mais un vrai goût pour, en fait, si je comprends bien, la recherche de l'honnêteté, de l'information, de la vérité, et pour débusquer un peu, si je comprends bien, on va y venir, un petit peu les informations manipulées. Et si je comprends bien, vous avez dû commencer à avoir des doutes sur les fact-checkers qui prétendent en fait voilà, trouver la bonne information, débusquer les mensonges, mais qui en fait sont eux-mêmes des manipulateurs, non? Comment en êtes-vous arrivé à vous occuper à vous intéresser à Rudi Reichstag? Il est vrai que c'est peut-être le principal, celui qui est le plus connu sur la scène française, politico-médiatique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous occuper de lui? Puis qu'est-ce que vous avez su sur lui? Est-ce que vous avez fait des recherches sur qui il est, ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Alors, je me suis intéressée à Monsieur Rudy Redchat et au blog Conspiracy Watch, principalement d'abord via le fact-checking, c'est-à-dire que je me suis d'abord intéressée aux fact-checkers, hein. J'ai eu quelques interactions, on va dire, avec certains fact-checkers, notamment Monsieur Julien Pain. Et à cette occasion, j'ai découvert que Monsieur Redchat était assez souvent cité. Je suis tombée assez souvent sur ce blog Conspiracy Watch, et c'est suite au fonds Marianne, au scandale du fonds Marianne, que j'ai vu que en fait une partie, enfin en tout cas même le fonds Marianne en général avait financé surtout des contenus politiques qui n'avaient rien à voir avec une lutte contre le radicalisme religieux. Et c'est là-dessus où on a eu des figures comme Conspiracy Watch qui ont été payées par le CIPDR. Et en fait, en recherchant davantage dessus, je me suis aperçue que derrière Conspiracy Watch, finalement, il y avait tout un système développé au sein de l'État, hein, vraiment au niveau institutionnel, pour développer cette rhétorique autour de la lutte contre la désinformation et la lutte contre le complotisme, qui ciblait directement des opinions politiques qui n'avaient absolument rien à voir avec un quelconque radicalisme religieux ou autre. Et à travers en fait toute cette logique d'étiqueter des gens comme complotistes, désinformateurs ou autres, eh bien on rentrait dans l'idée que euh, c'était des opinions qu'il était légitime de potentiellement censurer ou de sortir du débat public. Et donc, c'est à travers ça que j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur ces sujets, parce qu'il y avait vraiment une logique de police politique derrière, sous l'aspect lutte contre la désinformation et lutte contre le complotisme. Pour rappeler à nos auditeurs ce qu'est exactement le fonds Marianne, hein, comment c'est apparu, de combien il était doté et quelle était théoriquement l'utilisation qui devait en être faite. Et puis en effet, le scandale qui a suivi quand on a découvert que l'utilisation réelle était très différente de ce qui avait été prévu. Oui, alors le fonds Marianne, il faut rappeler quelque chose. Le fonds Marianne, ça a été présenté par Marlène Schiappa, c'est elle qui en a fait la promotion, comme un moyen de lutter contre les discours de haine en ligne, contre le radicalisme qui avait participé dans sa logique à l'assassinat l'assassinat absolument horrible et barbare du professeur de français Samuel Paty. Mais il faut savoir qu'en fait, c'était un projet qui était déjà prévu depuis assez longtemps par un organisme qui s'appelle l'Institut for Strategic Dialogue, qui est un organisme qui n'est pas français, un organisme financé par tout un tas d'institutions américaines, et notamment l'OTAN, la German Marshall Fund, le département d'État américain, etc. Des ONG que je crois, Monsieur Asselineau, vous connaissez assez bien sur votre chaîne. Et donc cette institution a travaillé pendant 2018-2017 avec Marlène Schiappa notamment pour créer des fonds destinés aux associations pour lutter contre le complotisme ou la désinformation. Donc tout ça, c'était déjà prévu depuis assez longtemps. Donc, et au moment je vous interromps, c'est donc une association américaine, hein, financé, comme on le dit, vous l'avez dit, le German Marshall Fund, c'est le résultat, le reliquat des fonds du fonds Marshall. En fait, c'est un faux né de la CIA, des services d'influence américains. Donc il y a toute une série derrière d'organisations américaines. Ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, maintenant ne surprend plus personne, puisque c'est le gouvernement américain, le gouvernement de Trump, qui l'avoue lui-même à quel point ils ont financé dans le monde entier des organisations. Donc là, on touche du doigt qu'un élément très important. Donc c'est une association, une ONG américaine financée par des services d'influence américains qui, en fait, ont expliqué ce qu'il fallait faire, si je comprends bien. Alors, théoriquement, elle n'est pas américaine, elle est anglaise. Elle est basée à Londres. Mais c'est une organisation internationale. Mais voilà, quand on voit les financeurs, donc oui, il y avait la German Marshall Fund, mais il y a aussi la National Endowment for Democracy, enfin, la Bill et Melinda Gates Foundation, toutes ces ONG. Voilà, que l'on retrouve habituellement. Et ce sont aussi des ONG que l'on retrouve derrière le fact-checking. Hein. Par exemple, l'International Fact-Checking Network, hein, c'est une organisation partenaire avec l'ensemble des cellules de fact-checking
européennes, notamment françaises. Vous regardez, elles font toutes partie de l'International Fact-Checking Network. Et l'International Fact-Checking Network a été financé, entre autres, par la National Endowment for Democracy, par la BMA Gates Foundation, le département d'État, etc. Donc, ce sont les mêmes systèmes, si vous voulez, des mêmes systèmes d'influence. Donc, évidemment, tout ça, ça vient d'une logique de propagande américaine. Mais juste je vous interromps pour rappeler à nos auditeurs qu'actuellement, à la tête de la National Endowment for Democracy, qui est un peu, là aussi, un faux-né de la CIA, qui a été de création beaucoup plus récente, mais pour procéder à des opérations de financement direct, alors que la CIA voulait se mettre un petit peu en retrait. Donc, je crois que c'est dans les années 1980, il me semble, du XXe siècle. Aujourd'hui, à la tête de la National Endowment for Democracy, vous avez Madame Victoria Nuland, qui est l'une des figures de proue des néoconservateurs américains et de ce qu'on appelle l'État profond, qui est la femme de Paul Kagan. Donc, ce sont deux représentants des néoconservateurs, qui est une femme extrêmement dangereuse. C'est elle qui a coordonné, je le rappelle, la révolution du Maïdan en Ukraine. Elle était allée distribuer d'ailleurs des pains au chocolat devant les caméras sur place à Kiev. Elle avait téléphoné à son ambassadeur, l'ambassadeur américain Geoffrey Pyatt. Elle lui avait expliqué ce qu'elle souhaitait avoir comme nouveau gouvernement à Kiev en 2014. Voilà. Donc cette dame est à la tête de la National Endowment for Democracy, qui donc, je rappelle, que les choses soient vraiment claires, finance cette organisation donc, que vous avez découverte et qui est celle qui a coordonné le fact-checking un petit peu, si on peut dire. Monsieur Rudi Reichstadt et son observatoire du conspirationnisme, si je comprends bien, sont un peu leurs employés? Alors, en fait, c'est un peu plus vicieux que ça, je vais vous expliquer. Là, donc l'ISD, ce fameux Institute for Strategic Dialogue, avait créé un fonds contre le civisme en ligne qui est copié-collé sur le fonds Marianne, si vous voulez. Et ça a été créé 2 ans avant. Au moment de la mort de donc c'était déjà des ONG qui étaient très influentes au sein de l'État. Et au moment où il y a eu la mort de Samuel Paty, il y a eu un conseil de défense par le gouvernement Macron qui a décidé la création d'une cellule qu'on appelle l'UCDR, l'unité de contre-discours républicain. Et au moment, c'est une cellule très obscure qui était censée faire du contre-discours en ligne, avec tout ce que cela peut être comme flou, à la base pour lutter contre le radicalisme religieux, mais on s'aperçoit très vite que, lutter contre le complotisme, contre toute forme de radicalité, etc. On arrive très vite à une cellule, concrètement, qui va faire de la police politique. Cette cellule-là, elle travaille au sein du ministère de l'Intérieur, et en fait, elle s'est vite retrouvée débordée, semble-t-il, donc il a été décidé de créer un fonds, un appel à projet, le fameux fonds Marianne, pour utiliser des associations qui allaient soutenir, aider cette fameuse unité de contre-discours républicain. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait cet appel à projet du fonds Marianne et où on a financé plusieurs associations qui devaient en fait faire ce travail de l'unité de contre-discours républicain. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait au niveau des contenus qui ont été financés? C'est que il faut quand même se rappeler qu'on est 1 an avant l'élection présidentielle de 2022. Et c'est qu'on est concrètement sur de la pure propagande politique, c'est-à-dire lutter contre toutes les personnes qui ont un discours critique à l'égard de l'Union européenne, qui ont un discours critique à l'égard de ceux qui étaient opposés aux mesures sanitaires, etc., etc. Et donc, Monsieur Reichstadt apparaît comme l'un des formateurs de cette fameuse unité de contre-discours républicain, mais aussi il apparaît dans plusieurs contenus de différentes ONG, enfin en tout cas différentes associations qui ont été financées par le fonds Marianne. Donc il n'y a pas que Conspiracy Watch qui a été financé par le fonds Marianne. Vous avez par exemple la LICRA, 95 000 €, qui a fait une plateforme Sapio où Monsieur Reichstadt apparaît dans une vidéo sur 2 à peu près. Vous avez une autre plateforme qui s'appelle Spicy, plateforme de streaming en ligne, là aussi qui a créé des contenus où Monsieur Reichstadt apparaît régulièrement. Enfin voilà, on a tout un système où en fait finalement Conspiracy Watch se retrouve presque partout au sein des contenus du fonds Marianne. Et donc ça m'a intriguée parce que ça n'a pas du tout été évoqué par la presse, à aucun moment. Qui avait la totalité des listes des bénéficiaires du fonds Marianne, elle n'a absolument pas parlé de Conspiracy Watch, ce qui m'a beaucoup étonnée, comme vous en doutez.
Oui, alors en fait, effectivement, c'est quand même très étonnant ce que vous dites, c'est que il y a, c'est comme d'habitude, ce qui sort dans la presse n'est qu'une partie de la vérité. Parfois, c'est complètement mensonger, mais parfois, ça n'est qu'une petite partie. Et assez curieusement, il y a des pans entiers des révélations qui ne sont pas présentées. Parce que, en définitive, si je comprends bien, c'est une conspiration que fait Conspiracy Watch. C'est-à-dire il est partout pour aller porter la bonne nouvelle. Mais c'est qui, en fait, Monsieur Rudi Reichstadt? C'est quoi son origine? Il a fait quoi dans la vie? C'est quoi ses idées politiques, etc. Est-ce que vous avez un petit peu remonté le fil? Alors oui, j'ai remonté ce que j'ai pu, hein, c'est-à-dire que je suis allée remonter dans les archives, de Conspiracy Watch, en tout cas du blog, hein, qui en fait au départ était juste le blog de Monsieur Reichstadt, hein. C'était un blog qui s'appelait, reichstadt.com. Et alors Monsieur Reichstadt en fait, bon il est passé par, l'Institut des sciences politiques d'Aix-en-Provence, et puis après ça, il a travaillé, quelque temps pour la mairie de Paris, entre Ah, autres, à quelle époque? et c'est à ce moment à partir de 2017. Pour la mairie de Paris? Oui. Il me semble que c'était, fin de au début, de entre 2007 et 2012, quelque chose comme ça. Ah d'accord. D'accord, donc c'était bien après, c'était sous le c'était soit sous Delanoë, soit sous Anne Hidalgo, en fait, c'est ça? Je crois que c'était sous Delanoë possiblement à l'époque, hein, mais il faudrait que j'avoue que j'ai pas là les dates exactes, hein, sous les yeux. Je vous confirmerai ça. Mais en tout cas, voilà, il a travaillé pour la mairie de Paris et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire son fameux blog Monsieur Reichstadt a, travaillé, enfin en tout cas, participé à certains blogs, une sphère intellectuelle qu'on appelait à l'époque les néoconservateurs français, hein, donc la sphère des Bernard-Henri Lévy. Il a participé à une revue qui s'appelle Les Cercles de l'Oratoire. D'ailleurs, il ment, hein, dans son livre, il dit qu'il n'y a jamais fait partie, alors qu'il y a plusieurs articles de lui dans des publications de l'époque, mais bon, on passeront. Il y a beaucoup de mensonges de Monsieur Reichstadt, hein, sur Ouais, son parcours en général. attention, il va vous poursuivre en justice. Ah mais il y a pas de souci, je prouve tout ce que je dis, donc il y a aucun problème. Mais voilà, il a fait partie de ces cercles-là. Il a travaillé avec la Règle du jeu, qui était, un think tank monté par, monsieur Bernard-Henri Lévy et voilà, il a rencontré, Caroline Fourlès ou autre et c'est comme ça un petit peu qu'il est monté, en influence, et puis à partir de 2012-2013, au sein du gouvernement à l'époque de Monsieur Hollande, eh bien, il semblerait qu'il ait conseillé que certains ministères notamment, je crois de l'Intérieur au ministère des Affaires étrangères, après l'attentat terroriste qu'il y avait eu à Toulouse, pour lutter entre guillemets contre le radicalisme parce que son blog en fait faisait beaucoup de choses contre l'antisémitisme notamment, et puis contre le radicalisme et puis c'est devenu un petit peu contre le complotisme. Voilà, donc il a un peu mélangé tout ça. C'était, on va dire, un rédacteur. Et puis, c'est vraiment à partir de 2016-2017 où vous avez eu une espèce de montée de ces systèmes de fact-checking, etc., hein, au sein de l'État. Et puis surtout, le gouvernement Macron a vu un intérêt assez rapidement à ce genre de propagande politique. Et à partir de là, on a vu Monsieur Reichstadt intervenir dans tout un tas d'institutions publiques que j'ai listées pour des travaux parlementaires, au sein du service d'information du gouvernement, etc., etc. Est-ce que vous avez su s'il y avait eu une mise comment dirais-je, une passation de marché, une mise en concurrence des différentes offres, ou est-ce que ça s'est fait de gré à gré avec Monsieur Rudi Reichstadt et avec son organisation? Pour le fonds Marianne? Pour toutes ces prestations qu'il fait dans tous les ministères, et cetera. Est-ce que d'abord ces prestations sont payantes ou est-ce que ce sont des prestations gratuites qui lui permettent ensuite de s'en prévaloir pour avoir des marchés ou comment ça se passe? Vous avez creusé cet aspect? Alors ça, c'est une très, très bonne question. On n'a aucune transparence là-dessus. C'est-à-dire que je peux pas vous répondre aujourd'hui. Je pense qu'une partie des interventions de Monsieur Reichstadt étaient faites à titre bénévole. J'ai eu la confirmation que certaines de ces interventions étaient payantes.
Donc après, c'est très compliqué puisqu'au sein des budgets de l'État qui sont publics, vous n'avez pas toutes les informations. Vous avez seulement les subventions aux associations. Et au-delà de ça, il y a aussi des prestations parfois, des prestations qui relèvent du marché public, où là, on n'a pas forcément les informations. Et donc, c'est toujours très flou au sein de l'État sur quelles sont les prestations qui sont rémunérées pour Monsieur Reichstadt en tant que prestataire particulier ou prestations pour son association, l'Observatoire du conspirationnisme. Donc, on n'a aucune transparence sur comment est financée son association globalement, la totalité des fonds qui sont reçus. On a seulement quelques données via les budgets de l'État que j'ai résumé dans mon article. On me dit que, je ne sais pas si vous avez des informations sur le sujet, on me dit que sa femme travaille au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes au courant? Alors ça, oui, j'ai vu cette information, mais moi, j'ai pas, voilà, honnêtement, je n'en sais pas plus. D'accord. Je sais par contre que Monsieur Reichstadt, encore une fois, a fait des formations au sein de cette unité de contre-discours républicain, donc au sein du ministère de l'Intérieur, et que la formation de ces agents a conduit à ce que le ministère de l'Intérieur se mette à recruter des chefs de projet spécialisés complotisme. Ah oui. Qui est un mot, encore une fois, qui n'a absolument aucune valeur juridique et qui est un mot qui ni valeur scientifique d'ailleurs. Il n'y a aucune définition empirique de ce qu'est le complotisme. Donc ça pose énormément de questions. Comment se fait-il qu'au sein du ministère de l'Intérieur, on recrute des agents censés lutter contre le complotisme qui ont apparemment été formés par M. Reichstadt? Ça, c'est incroyable. Et ils sont dans quelle structure au sein du ministère de l'Intérieur, vous savez? Dans quels emplacements ils sont? C'était au sein de la cellule interministérielle de prévention de la délinquance et de la radicalisation. D'accord. Oui, alors, en effet, vous avez dit quelque chose qui est immensément important. C'est quoi le complotisme? Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, on l'a vu d'ailleurs, énormément de Français l'ont découvert à l'occasion de la crise du Covid, mais on le découvre aussi à l'occasion de la guerre en Ukraine, et on l'a découvert, et moi j'ai ô combien découvert en 2017 lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle, puisque j'étais à peine arrivé pour mes premiers entretiens télévisés en tant que candidat à l'élection présidentielle, que tous les médias me traitaient de complotiste et de conspirationniste au motif que je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'OTAN parce que c'était des organisations qui étaient tenues par les Américains et qui nous entraînaient vers la guerre. L'histoire a montré, malheureusement, que j'avais raison, et l'histoire a montré maintenant, 8 ans après, plus personne ne nie la vérité de ce que je disais. Mais à l'époque, on m'a traité de complotiste et de conspirationniste. Et en fait, ce que j'ai découvert, je parle sous votre contrôle, c'est que c'est un moyen, en fait, d'interdire toute réflexion, comment dirais-je, toute une remise en cause, remise en doute des informations que l'on nous donne. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, en fait, Descartes était complotiste, puisque la méthode cartésienne qui a fait la grandeur de la civilisation française au grand siècle, le discours de la méthode qui est au début du XVIIe siècle, c'est justement « je pense, donc je suis », dit Descartes, et donc il remet au crible de sa raison, tout ce qui lui est donné comme information, il le traite au crible de sa raison. Et en fait, c'est ça qui est en cause, c'est qu'en fait, il s'agit de ne plus être cartésien, il s'agit de ne plus remettre en cause ce qui est dit, il faut absolument accepter comme une vérité révélée, quasiment. C'est une espèce de fantastique obscurantisme, de retour avant le siècle des Lumières, en définitive. Il faut accepter comme vérité révélée ce qui est dit par les forces qui dirigent la France, ou qui dirigent l'économie, ou qui dirigent l'Union européenne, et que dès qu'on commence à formuler des hypothèses, or c'est le propre de l'homme que d'essayer, et de la femme, et que d'essayer de formuler des hypothèses lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, à ce moment-là, on est traîné dans la boue. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous avez des points à préciser ou à contredire?
Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai évidemment quelques points à préciser pour être allée remonter un petit peu sur cette histoire-là, hein, de complotisme. Il faut savoir que déjà alors ça, il y a eu un grand livre qui a été fait par un professeur de Harvard. Je vais vous trouver le nom. Vous trouverez le nom assez vite, mais qui a justement démonté cette histoire de lutte contre le complotisme, parce que en fait, c'était au moment de l'assassinat de Kennedy, on a eu des rapports déclassifiés de la CIA qui montraient que c'était une logique de propagande de étiqueter les personnes de conspirationnisme comme une forme de discrédit pour toute personne qui remettait en cause le rapport qui avait été sorti avec l'hypothèse qu'il n'y avait qu'un seul tueur pour Kennedy, le fameux Lee Oswald, et donc toutes les hypothèses que eh bien, ce rapport a pu être falsifié. Il y avait évidemment beaucoup de choses qui n'étaient pas claires du tout dans ce rapport à ce moment-là. Et donc, la CIA avait fait toute une note pour expliquer qu'il fallait traiter ces personnes-là de complotistes, enfin en tout cas de conspirationnistes, et au-delà de ça, de dire que, eh bien, c'était leur rhétorique correspondait à ce moment-là à la rhétorique de propagande de l'URSS. Donc, vous voyez, on n'a pas tellement changé hein, aujourd'hui, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de pro-russe, etc. Dès qu'on parle de complotisme. Donc tout ça vient un petit peu de loin. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est une manière finalement de discréditer toute personne qui soupçonne principalement les influences des États-Unis au sein de l'appareil de l'État. Et aujourd'hui, on voit que c'est également le cas pour toute personne qui soupçonne la corruption ou en fait, globalement, le fait que des institutions de l'État ou de l'Union européenne en particulier puissent être corrompues ou puissent ne pas travailler finalement pour le bien des peuples. Voilà. Donc c'est vraiment ce discrédit envers toutes ces personnes-là. Et donc on voit qu'il y a des contradictions totales quand on essaye de définir le complotisme, ce que M. Redchat n'arrive pas à faire, et c'est qu'aucun chercheur n'arrive à faire. Parce qu'en fait, le complotisme, c'est un mot fourre-tout, évidemment. La lutte contre le complotisme, c'est un militantisme politique, très clairement, qu'il s'agit de nous dire tout ce que dit une institution est la vérité. Or, ce discours-là ne peut pas tenir, vous comprenez bien, puisque le nombre de fois où les institutions ont menti, que ce soit le gouvernement ou certains médias, souvent, au niveau des États-Unis, on a quand même rappelé que tout le mensonge des armes de destruction massive sur l'Irak avait été partagé par l'ensemble de la presse sérieuse. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu un petit peu cette espèce de discours qui consiste à dire bon, les médias sont sérieux, ils travaillent sérieusement, les institutions disent toujours la vérité. Et donc tous les discours qui disent attention, on n'est pas sûr de ce qui est dit, il faut vérifier, il faut garder une forme de doute méthodique, hein, comme vous l'avez parlé, eh bien sont mis dans cette logique de complotisme qui permet de discréditer. Parce que derrière, les idéologues comme M. Redchat vont vous dire que attention, quand on commence à penser comme ça, on risque après de tomber dans l'antisémitisme, dans le radicalisme, voire dans la croyance que la Terre est plate. Hein. C'est M. Redchat qui dit la même chose. Il dit, à partir du moment où vous commencez à douter des institutions, eh bien, à la fin, vous finissez par croire que la Terre est plate, ce qui est totalement absurde, évidemment. Donc, c'est une logique de discrédit. Personnellement, je pense que cette affaire de terre plate, de platiste, je vois ça comme, à mon avis, mais c'est peut-être parce que je suis complotiste, je vois ça comme une espèce de contre-feu qui a été lancé, parce que moi, je n'ai jamais vu autour de moi quiconque pensait que la Terre était plate, et on nous a sorti des chiffres comme quoi il y avait, je sais pas, 15% des Français qui pensaient que la Terre était plate, et des sondages, et c'était une espèce de façon de jeter le discrédit sur tout. Voilà. C'est une façon de pourrir une question que de la faire porter par ce que l'on appelle en psychanalyse un mauvais objet, quelqu'un de ridicule par ailleurs, ou de donner la parole à des gens qui sont excessifs. À partir du moment où vous faites porter des questions légitimes par quelqu'un de complètement extravagant ou excessif, vous espérez que tout va être, la question qui était légitime pourtant, va être passée sous la table. Ça fait partie de ces techniques. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, le fact-checker, finalement, le fact-checkisme, ça revient à refuser tout contre-pouvoir.
D'ailleurs, nous sommes dans une société en France où on refuse tout contre-pouvoir. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Et je voudrais en profiter pour vous demander, à ce propos, quels sont les liens que vous connaissez de Rudi Reichstadt avec éventuellement les institutions européennes, notamment la Commission européenne. Alors, les liens, alors là, ce serait un petit peu, je sais que monsieur Reichstadt a participé à certaines conférences, dans le cadre du Parlement européen, mais ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Reichstadt, il fait partie de toute une constellation d'ONG, d'autres ONG qui sont beaucoup plus influentes au sein au sein de la Commission européenne. Notamment des ONG comme NewsGuard, dont certains employés étaient des anciens de la CIA, hein, au moins c'est assez clair, qui, elle, a été très, très influente dans le cadre du Digital Service Act, par exemple. Monsieur Reichstadt, oui, participe avec d'autres ONG à toute cette influence-là, mais encore une fois, il en fait partie par rapport à d'autres. Il n'y a pas que lui, concrètement. Après, pour répondre, je ne sais plus quelle était votre autre question, au-delà de la Commission européenne. Oui, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait résumer finalement l'action de M. Rudi Reichstadt comme étant une action visant à discréditer tout contre-pouvoir. L'existence même, enfin les démocraties sont fondées normalement justement, enfin notamment depuis Montesquieu, depuis la séparation des pouvoirs, sur le fait qu'il y a des contre-pouvoirs pour limiter les excès de tous les pouvoirs des uns avec les autres. Et ce que je vois en tout cas en France, c'est que ces contre-pouvoirs sont désormais presque réduits à néant, que ce soit le pouvoir législatif, où maintenant on ne légifère plus qu'à coup de 49.3, que ce soit le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, dont la connivence avec les autorités, avec le pouvoir exécutif est très importante. On le voit avec la nomination, par exemple, de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, que ce soit le CSA devenu l'ARCOM sur les médias, qui n'exerce absolument plus son rôle qui normalement était de donner la parole un petit peu à tous les courants de pensée. Je suis particulièrement bien placé pour savoir que toute pensée favorable à la sortie de l'Union européenne, de l'euro ou de l'OTAN, qui est défavorable au narratif officiel sur le Covid, au narratif officiel sur la Russie qui agresse l'Ukraine, etc., que tout ça, ce courant de pensée est absolument interdit dans les grands médias. Il se trouve que ça correspond exactement aux bêtes noires de M. Rudi Reichstadt, d'ailleurs. Alors, contre-pouvoir, j'oserais pas dire ce terme-là parce qu'en fait, dans l'esprit, il faut penser dans l'esprit de monsieur Reichstadt et de ceux des idéologues qui l'accompagnent. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a des contre-pouvoirs en France et qui fonctionnent très bien. L'idée, c'est de dire que nous sommes dans une démocratie qui fonctionne très bien, qu'il y a des contre-pouvoirs, ce qui fait que, comme il y a des contre-pouvoirs qui fonctionnent très bien, il n'y a pas de complot. Il ne peut pas y avoir de complot. C'est ça un peu l'idée de M. Reichstadt. Donc, c'est pas forcément de dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoirs, c'est de discréditer, encore une fois, les personnes qui disent il n'y a plus de contre-pouvoir en France, il y a de la corruption à tous les étages, et surtout au niveau de l'appareil médiatique, il y a une censure qui s'est installée et qui ne date pas d'hier, hein, que ce soit pour l'Union européenne par exemple. Faut quand même rappeler ce grand discours de Philippe Séguin qui disait qu'il y a une conspiration du silence. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé, et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat, des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Et il avait tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique sur tout ce qui touche certaines institutions comme l'Union européenne ou l'alliance avec les États-Unis. Il ne faut pas y toucher. Et on a fini par
vraiment endoctriner certains patrons de presse derrière. Il y a des logiques économiques dedans. Mais c'est vraiment une idéologie qui s'est parcourue et qui fait qu'on ne laisse plus aucune place à tout discours critique à l'égard de cette doxa médiatique. Et Monsieur Reichstadt va participer à ça. Il va concrètement appuyer ce discours de dire, eh bien, tous ceux qui n'ont pas confiance en nos institutions sont des fous et sont des gens qu'il faut bannir de l'espace public. Oui, on a déjà connu ça un petit peu en URSS, où il y avait les opposants au système étaient emmenés dans des hôpitaux psychiatriques, puisque fondamentalement, c'est qu'ils étaient un petit peu dérangés, en définitive. Est-ce que, s'agissant des flux Alors juste pour financiers... ajouter quelque chose, Oui, allez-y. parce que c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne. Monsieur Reichstadt, ce n'est pas tout à fait un fact-checker. C'est plutôt un idéologue de la lutte contre le complotisme. Par contre, il a un rôle très particulier, c'est que quand il va faire des fiches sur des personnalités, que ce soit vous, moi ou d'autres personnes, ces personnes-là vont se retrouver ciblées par l'ensemble des institutions de fact-checking. C'est-à-dire que derrière, vous avez tous les fact-checkers qui vont surveiller la moindre parole, le moindre discours de ces personnes qui sont fichées par Conspiracy Watch et vont derrière créer souvent des faux fact-checking, le plus souvent extrêmement fallacieux, pour montrer que ces personnes-là sont des désinformateurs, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez cette structure-là, eh bien, vous avez vous avez tout un tas de sources qui se développent, hein, donc tous les cellules de fact-checking vont se répéter en plus de Conspiracy Watch, et donc vous créez une atmosphère de justement name and shame, où on va se retrouver avec des personnes qui se retrouvent complètement discréditées, et ces personnes-là, derrière, aucun média n'osera plus les inviter ensuite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, si vous voulez, ce principe de censure. Absolument, vous avez, merci de préciser ça. Donc, le name and shame que vous avez cité, ça veut dire nommer, citer nommément, and shame, ça veut dire faire honte. C'est une technique qui vient des États-Unis. Et effectivement, c'est là-dessus, c'est un des axes du terrorisme, en fait, intellectuel et de la police politique. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, avec lesquels M. Rudi Reichstadt, l'officine qu'il a avec lui et les gens qui le suivent, dont on va peut-être parler dans un instant, effectivement, ont mis en coupe réglée la société française et notamment toute personne qui intervient. Moi, on en rit entre nous à l'UPR parce que lorsque on apprend l'existence d'une personnalité qu'on ne connaissait pas avant, on se dit entre nous, on va aller voir déjà s'il a un dossier à la Gestapo. Alors ça, c'est ce qu'on dit entre nous pour rigoler, mais enfin, on n'en est finalement pas si loin, puisque le dossier à la Gestapo, c'est allé sur Rudi Reichstadt, qui tient des fiches. C'est exactement ce qu'on appelait un mouchard, c'est de la délation pure, et qui tient des fiches qui sont publiques et qui se permet donc de jeter le discrédit, de diffamer, sans possibilité d'ailleurs d'avoir un débat contradictoire. Ça tombe comme une espèce de fatwa, hein, comme une espèce de comment dirais-je, de jugement dernier, ou fulminer une excommunication, pour ne pas prendre uniquement une comparaison musulmane, mais une comparaison chrétienne, lorsqu'au moment de l'Inquisition, par exemple, il y avait un jugement qui tombait, et c'est exactement le retour, en fait, aux heures les plus sombres du christianisme, par exemple, qui sont celles-ci. Et moi, je suis absolument sidéré, d'ailleurs, de constater que, comme vous le dites tellement justement, on a le sentiment, moi je le vois, et on a le sentiment que les médias, les journalistes, vont consulter régulièrement cette base de données que nous appelons, nous, le dossier de la Gestapo, pour voir si oui ou non il y a la possibilité d'inviter ce monsieur. Alors ce dossier de la Gestapo, il a d'ailleurs des particularités assez étonnantes, puisque je l'ai montré, je ne sais pas si vous avez remarqué ce point, c'est que M. Reichstadt a fait récemment une espèce de sphère, de la complosphère. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il retrouve assez spontanément les modus operandi justement de toute la presse fasciste des années 30, hein, des journaux comme Je suis partout, etc., de ceux qui dénonçaient la pieuvre judéo-bolchevique, etc. Mais là, c'est en miroir, essayer de voir la pieuvre des souverainistes, des complotistes, des conspirationnistes. C'est exactement la même chose en miroir. Et donc, il a fait
selon quelque chose, je crois que j'ai entendu dans votre bouche, j'aime bien cette expression quand vous parlez de pseudo-science, parce que c'est pas du tout scientifique son truc. C'est des pseudo-sciences, donc il a fait une espèce de complosphère avec un nuage, comme ça, c'est très, avec des centres de complosphère. Et moi, j'ai vu que là-dedans, par exemple, il y avait un centre parmi la complosphère, une espèce, c'est un peu comme des tumeurs cancéreuses ou des amas gazeux, si vous voulez. Il y avait la nébuleuse du grand remplacement, c'est-à-dire les imbéciles qui croient qu'il y a un grand remplacement de population, la nébuleuse des antivax, donc les imbéciles qui pensent que le Covid, que les injections ARNM étaient éventuellement dangereuses. Il y a la nébuleuse des négationnistes, il y a la nébuleuse des anti-américains, il y a la nébuleuse, enfin comme ça, il y a 7 ou 8 nébuleuses. Alors moi, j'avais regardé ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, et j'avais découvert quelque chose qui m'avait quand même beaucoup surpris, c'est que moi, je trône au milieu de la nébuleuse des anti-américains, mais quand j'ai regardé la nébuleuse des grands remplacements, j'ai pas vu le nom de Zemmour. Ça, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Zemmour, c'est quand même le pape du grand remplacement en France, quand même. C'est celui qui a fait un parti politique qui parle que de ça, matin, midi et soir, 24 heures sur 24. De même, sur la nébuleuse des antivax, je n'ai pas vu M. Philippot. M. Philippot, il ne fait que ça. Il a fait, on a calculé, on a regardé ça sur ChatGPT, il en est à 190 manifestations, excusez du peu, qui tournent pour demander sur l'air des lampions dénoncer le covidisme. Il n'y est pas. Et M. Dupont-Aignan, il n'y est pas non plus. Alors je me suis dit quand même, c'est assez curieux. On a quand même l'impression il y a des gens qui sont ciblés et d'autres qui ne le sont pas. Alors que pourtant, a priori, s'il y avait une logique, elle devrait être quand même, elle devrait s'appliquer à tout le monde. Et j'ai essayé de comprendre ce qui me distinguait finalement de M. Zemmour, de M. Philippot ou de M. Dupont-Aignan, pour qu'il leur valait, eux, cette espèce de sauf-conduit d'Ausweis qui leur permet de ne pas figurer dans la sphère, dans la complosphère, et que moi j'y suis. Et la seule chose que j'ai découverte, en fait, c'est leur rapport aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Parce que eux n'ont jamais dénoncé, comme je le fais, l'OTAN. Monsieur Philippot s'y est mis sur le tard, mais moi je me rappelle avoir eu une conversation avec lui où il m'avait dit que c'était une erreur fondamentale de vouloir sortir de l'OTAN. Et voilà. D'ailleurs, je note qu'il n'y a pas non plus les noms de Madame Knafaut, de Madame Maréchal, de Monsieur Bardella, de Madame Le Pen. Ils n'y figurent pas. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la ligne de fracture, ce sont ceux qui s'attaquent à l'Union européenne, à l'euro, à l'OTAN. C'est vraiment le point qui fait que certains de mes collègues dont on me prétend que nous devrions nous allier avec eux, alors qu'eux font alliance avec des gens qui refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Donc eux, ils échappent à cette typologie étonnante de M. Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch. L'aviez-vous remarqué? Alors, je vais pas rentrer dans ces querelles là qui sont voilà, qui appartiennent aux partis politiques. En revanche, je me permets en fait, non, je vois très bien de quoi vous parlez, la fameuse complosphère, hein, la myriade de complosphères qu'il a fait. Il y a une explication tout simple, c'est que en fait, UPR TV, enfin UPR.fr est un média. Ce que n'a pas Monsieur Philippot et ce que n'ont pas Monsieur Zemmour, si vous voulez. C'est-à-dire que le site des Patriotes n'est pas un média, il n'y a pas d'article dessus, etc. Donc ça, c'est l'explication qui fait que effectivement UPR apparaît, mais ce n'est pas le cas de Zemmour. Après, vous savez, votre hypothèse, je comprends, mais je rentrerai pas, voilà, là-dedans sur ces opinions-là. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que non, monsieur, que ce soit vous, monsieur Philippot, monsieur Dupont-Aignan. Alors c'est vrai que sur Conspiracy Watch, vous avez été attaqué très particulièrement par rapport à d'autres personnes. Ça, je peux le confirmer. Mais voilà, en fait, globalement, toutes les personnes, et même Monsieur Mélenchon apparaît beaucoup sur le site de Conspiracy Watch, mais aussi Madame Marine Le Pen. En fait, toutes ces personnes-là sont quand même ciblées par ce site-là, sont ciblées par les déconspirateurs. En fait, on se rend compte que c'est pas seulement évidemment tous ceux qui ont contesté
le gouvernement et qui sont critiques à l'égard de l'Union européenne sont beaucoup plus ciblés que d'autres. Mais de façon générale, Conspiracy Watch va cibler tous ceux qui contestent la politique du gouvernement, de manière générale. Et ça, il faut le comprendre parce que je pense que les financements publics sont aussi liés à ça, c'est-à-dire liés à une forme de discrédit à l'égard des personnes qui seraient un peu trop contestataires à l'égard du gouvernement. Donc moi, c'est la vision que j'ai de ce site en particulier, parce que vraiment, il y a tout un tas de personnalités qui ont des opinions très différentes finalement sur ce site. Que ce soit vous, mais il y a aussi voilà, des personnes. Vous retrouvez, si vous voulez, quelqu'un comme vous avec des personnes qui sont ouvertement, effectivement, antisémites, mais derrière, des personnes qui sont pas forcément critiques de l'Union européenne ou autre. Mais dès qu'il y a une attaque à l'égard du gouvernement ou une soupçon de corruption, on se retrouve sur ce site internet. Donc oui, cette complosphère, effectivement, UPR TV, sachant que ça a été, et je m'en souviens très bien parce que moi j'ai pu m'informer avec UPR sur voilà, sur l'Union européenne. Ça a été une ressource d'information pour beaucoup de personnes. Et ce qui fait que ça, c'est beaucoup plus dangereux, si vous voulez, pour les gens comme Monsieur Redchat, par rapport à, on va dire, des influenceurs politiques. Je pense que c'est vraiment cette logique de surtout étouffer toute personne qui apporte une forme de réinformation, qui apporte une information différente, si vous voulez. C'est ça qui est Alors, vraiment il ciblé. n'y a pas que M. Reichstadt, il y en a d'autres. Il y a un petit peu un groupe de mousquetaires qui sont connus, dont on parle souvent quand on parle de M. Rudi Reichstadt, on les voit arriver en règle générale. Il est question notamment de M. Julien Pain, de M. Tristan Mendès France, et puis de M. Thomas Huchon. Est-ce que vous avez un peu enquêté sur eux et sur les liens qu'ils entretiennent avec Conspiracy Watch? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes leur propre système de financement? Alors Julien Pain, il travaille pour le service public, hein, donc de toute façon, lui, il est financé par l'État, quoi qu'il se Ah, passe. d'accord. Mais il est aussi membre de, encore une fois, ce fameux International Fact-Checking Network, hein, qui est une organisation qui n'est absolument pas neutre, je le répète. Et donc, mais si vous voulez, ces fact-checkers, ces directeurs de fact-checking, il faut vraiment comprendre que ce sont des gens qui sont plutôt convaincus par ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils sont convaincus par cette logique de les institutions disent la vérité. C'est pour ça que vous retrouvez avec des gens comme Monsieur Pain vont fréquenter derrière, vont s'appuyer sur des sources comme Conspiracy Watch pour faire en fait leur fact-checking, leur travail de vérification. Et vous avez un exemple très concret, c'est que en 2020, Conspiracy Watch a sorti un sondage qui disait une personne sur 4 croit à tort, hein, c'était marqué à tort, que le virus a pu être fabriqué en laboratoire, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. C'est-à-dire que les deux thèses, voilà, le virus du Covid, les deux thèses étaient considérées comme une théorie du complot, c'est-à-dire une fausse information, concrètement. Et à ce moment-là, tous les fact-checkers, quasiment, notamment M. Julien Pain, ont relayé cette histoire-là, ce fameux sondage, en disant les gens qui croient le plus à cette théorie du complot, à cette fausse croyance, ce sont les extrêmes, c'est-à-dire les partisans du Rassemblement national ou les partisans de la France insoumise. Et donc, c'était cette logique-là, c'est-à-dire de discréditer, encore une fois, des opinions politiques, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, à cette époque, je dis bien, ça a un peu changé, à ce moment-là, il faut quand même rappeler qu'au début, le LFI et RN étaient quand même beaucoup plus critiques à l'égard de l'OTAN. Ce n'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais ça l'a été au début. Et à ce moment-là, ils ont été énormément ciblés par Conspiracy Watch. Et donc, cette fausse information, parce que c'était une fausse information, hein, de parler d'une hypothèse scientifique qui aujourd'hui est tout à fait considérée, y compris par l'OMS, c'était une fausse information, de la dénoncer comme une théorie du complot absurde. Et on voit qu'un an plus tard, M. Reichstadt se contredit lui-même en disant ah, mais c'est pas ce qu'on a dit. Non, nous on a dit que la théorie du complot, c'était la croyance d'une arme bactériologique. Mais pas du tout. C'était pas du tout ce qui était dit. Donc ça, c'est un exemple concret de comment
les opérations de Conspiracy Watch pour discréditer, c'est-à-dire la police politique, va se retrouver dans le travail du fact-checking. Et le fact-checking va blanchir ça, c'est-à-dire que ils vont faire passer ça pour du travail de journaliste indépendant ou neutre. Et c'est comme ça que ça rentre, si vous voulez, dans les opinions. Absolument. Et comme vous l'avez dit, lorsque les événements prouvent ouvertement que c'était faux, que leur fact-checking était faux, loin de présenter leurs excuses et de dire, parce que ça leur redonnerait un petit peu de crédit, au contraire, ils mentent, ils continuent de mentir. Ils ont menti dans un premier temps, ils continuent de mentir, comme vous l'avez dit, en refusant de reconnaître la vérité, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'ils avaient dit était faux. Tout à fait. Il y a un exemple, moi, que je cite souvent, c'est que France Info, Julien Pain notamment, avait dit que le pass sanitaire ne sera jamais demandé dans les restaurants. Et ils ont fait passer ça pour un fact-checking en disant, ben non, ce n'est pas légitime de penser que le pass sanitaire pourrait être demandé dans les restaurants ou qu'il pourrait devenir un pass vaccinal. On voit que 3 mois plus tard, ça a été le cas. Et ça, c'est un exemple concret, c'est-à-dire que comme c'est une institution, c'est le gouvernement, il faut donner une confiance aveugle au gouvernement. Donc, ce que dit le gouvernement, c'est la vérité. Et à partir de là, eh bien, les fact-checking, vous retrouvez des fact-checking qui répètent les mensonges qui ont été dits par le gouvernement. C'est exactement comme ça se passe. Et quand on leur présente ces faits-là, ils répondent « Ah mais oui, mais en fait, nous, on a juste répété ce qu'a dit le gouvernement, on n'a pas mal fait notre travail. » Mais si, parce que quand vous faites passer ça pour du fact-checking, c'est-à-dire découvrir la vérité des faits, vous n'êtes pas du tout dans une logique de journalisme, vous êtes dans une logique de propagande. Et absolument pas une logique de journalisme avec le recul nécessaire. Et une propagande financée sur fonds publics, parce que le plus extraordinaire de tout ça, c'est qu'effectivement, vous l'avez montré dans l'article que j'ai cité, ce sont, et qui peut-être d'ailleurs est la partie émergée de l'iceberg, mais que monsieur Rudi Reichstadt et son observatoire du conspirationnisme est tenu à bout de bras par des financements publics. J'ai découvert en vous lisant les sommes qu'il a touchées pour les vidéos de Conspiracy Watch .info là sur YouTube, où j'ai constaté qu'ils ont des dizaines de milliers d'euros pour financer des vidéos qui sont infiniment moins regardées que les nôtres, celles du PRTV. Nous, c'est pas besoin de vous dire que nous n'avons pas un seul centime qui nous est donné par la puissance publique, ni par qui que ce soit d'autre d'ailleurs, que par des citoyens français qui trouvent que ce que l'on dit est intéressant. Donc, le plus extraordinaire de tout ça, c'est que c'est quand même des sommes qui se chiffrent. Vous avez évalué, d'ailleurs, il y a plusieurs évaluations. Je renvoie à votre article qui dépasse même, si j'ai bien compris, des centaines de milliers d'euros. Et encore, ça s'arrête en 2022, hein, je crois. Ça s'arrête en plus en 2022. Tout ça, c'est sur fonds publics. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, monsieur Rudi Reichstadt m'a consacré une page entière de calomnie, de dénigrement, en fait, pour me cracher dessus, quoi. Et il est financé par la puissance publique pour cela. C'est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Tout à fait. Et ça a été notamment, vous avez des contenus politiques, encore une fois, hein, donc pour discréditer des adversaires d'Emmanuel Macron, que ce soit vous ou d'autres personnes, hein, qui ont été publiés en période électorale. Ça, ce qui normalement devrait être un scandale au regard de l'État. Hein, c'est-à-dire que les fonds publics ont financé de la propagande politique pour Macron. Vous avez des contenus des conspirateurs, notamment, où on nous explique que Macron est le président le mieux élu de toute la Ve République. L'idée que Macron était mal élu, il faut le dire aussi, c'est quelque chose qu'on entend depuis quasiment pendant toute la durée de son mandat. Ouais. On a vérifié, mais en fait, il y a un papier de France Info qui est très bien fait là-dessus, qui est très clair. En nombre de voix, c'est le président de la Ve République le mieux élu de toute l'histoire de la Ve République, après Jacques Chirac en 2002. Et puis, en suffrage exprimé, enfin en pourcentage exprimé, il est mieux élu, Emmanuel Macron en 2017, que François Hollande en 2012, que Nicolas Sarkozy en 2007, que François Mitterrand en 81, et que Georges Pompidou en 1969. Il ne me semble pas qu'on ait fait ce procès en illégitimité à ces prédécesseurs-là. Ouais. Donc, voilà. J'ai dû vérifier parce que, du coup,
à force de l'entendre, il est mal élu, je me suis dit, bah, c'est vrai, alors c'est quoi le problème? Et en fait, non. Que l'affaire McKinsey est une fausse affaire perpétrée par des gens qui haïssent la démocratie, etc., etc. On a tout un tas de contenus qui sont scandaleux parce que ce sont des contenus de propagande politique qui sont financés avec des fonds publics. Or, non seulement on a deux choses qui ne vont pas, c'est que normalement, quand vous êtes financé par des fonds publics, vous êtes censé remplir une mission de service public. Or là, on ne comprend pas quelle est la mission de service public de Monsieur Reichstadt. Alors, normalement, vous êtes censé avoir une neutralité. Alors, Amélie, on va s'orienter vers la fin de cet entretien. Moi, il y a quelque chose qui je trouve très inquiétant, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est de voir ce qui s'est passé d'une part en Roumanie, où l'on a finalement des informations qui ont dénigré la candidature de l'un des candidats, M. Georgescu. On a considéré comme acquis le fait que, paraît-il, il y avait eu des ingérences russes, ce qui est assez savoureux quand on pense au début de cet entretien où vous nous avez expliqué toutes les officines et tous les financements venus d'outre-Atlantique qui, en fait, essaient de régenter ce qui est disciple sur la scène politique française et européenne. Donc, on nous a expliqué qu'en Roumanie, grâce à TikTok, M. Georgescu avait obtenu un score absolument inimaginable. Et donc, vous avez vu qu'il a été interdit de se présenter de nouveau à la nouvelle élection qui est reconduite. Et puis, alors ça, je mets ça en regard avec un autre événement, eh bien, ce sont les textes sur le bouclier de la démocratie européenne, où quand vous regardez les articles de cette directive, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment, on est en train d'entrer dans un univers où il est écrit noir sur blanc quasiment que si on ne pense pas, si on n'est pas en faveur de l'Union européenne, de la construction européenne, c'est forcément que l'on a été victime d'ingérences étrangères et notamment d'ingérences russes. Et donc, eh bien, il faut absolument arrêter tout ça, ce qui signifie qu'on peut anticiper que le débouché naturel du travail que fait monsieur Rudi Reichstadt, qui est ce dénigrement de tout ce qui n'est pas conforme à la pensée dominante, pourrait déboucher très rapidement, en fait, tout simplement sur l'interdiction de se présenter, voire sur le retrait du droit de vote. On apprend par exemple que Mme Valérie Hayer, qui était la tête de liste macroniste aux élections européennes en 2024, vous vous rappelez, eh bien, elle vient de demander que l'Union européenne retire son droit de vote à la Hongrie, puisque la Hongrie fait obstacle aux décisions bellicistes de la Commission européenne contre la Russie. La Hongrie n'est pas d'accord, donc elle ne vote pas avec, donc les votes se prennent à l'unanimité. Eh bien voilà, la solution trouvée par Madame Valérie Hayer, eh bien c'est de dire il faut lui retirer le droit de vote. On est quand même sur une pente extraordinairement dangereuse, même plus que dangereuse. En fait, on est sur la pente du totalitarisme et du fascisme. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, de toute façon, ça, je pense que vous l'avez très très bien démontré dans votre cas, c'est que de toute façon, l'Union européenne est une structure fondamentalement destinée à être dictature. Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien de démocratique dans la construction européenne, absolument rien. Il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est une seule cellule. Ce sont une assemblée de gens qui ne sont pas élus, qui décident absolument de tout. Donc non, déjà c'est une structure qui de toute façon n'est pas démocratique. Mais oui, alors c'est important de parler de cette situation de Georgescu. Parce que déjà, il faut rappeler une première chose, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve d'ingérence russe dans la visibilité qu'a eu M. Georgescu. Il n'y a eu aucune preuve, je répète, aucune preuve d'une quelconque ingérence russe. En revanche, il y a eu des preuves que le Parti national au pouvoir avait engagé une société de communication qui s'appelle Kensington Communication, hein, vous pouvez aller vérifier ça, qui a financé eh bien des influenceurs, des bots, en fait des outils de manipulation sur TikTok
qui ont profité à Georgescu. Alors cette société dit que ça a été détourné par des partisans de Georgescu, mais il y aurait l'idée que en fait Georgescu a peut-être été monté par le parti au pouvoir parce que c'était un candidat jugé peu crédible pour pouvoir affaiblir l'opposition. Et puis un autre événement qui a été aussi révélé là, cette fois je cite Le Monde, hein, un article qui est passé complètement inaperçu, c'est qu'en fait, eh bien certaines manipulations avaient été financées également par une société écran qui s'appelait FA Agency et qui était liée à une agence de publicité ukrainienne dirigée par quelqu'un qui est pro-Kiev, je précise, c'est-à-dire pro de la lutte contre la Russie, etc. Donc vous avez tous ces systèmes-là qui posent énormément de questions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, hein, dans 2016-2017, il y a eu des sociétés qui ont fait, ça a été révélé par le New York Times notamment, vous avez des sociétés qui ont fait des campagnes sous faux drapeau, c'est-à-dire qu'ils ont créé des bots qui se faisaient passer pour Russes pour discréditer certains candidats républicains pro-Trump. Et ça a été avoué, je vous dis encore une fois, par le New York Times. Donc tout ça, ça pose question. C'est-à-dire qu'on se demande s'il n'y a pas derrière toutes ces fameuses manipulations qu'on dénonce, soit des campagnes sous faux drapeau, soit l'idée de faire grossir une menace russe pour derrière, eh bien, censurer, comme ça a été le cas en Roumanie, annuler des élections, faire concrètement un coup d'État pour pouvoir eh bien empêcher toute candidature de ceux qui critiquent l'Union européenne et l'OTAN. Et d'ailleurs, ça a été avoué par la Cour constitutionnelle roumaine, parce que vous le savez, il y a eu aussi l'interdiction d'une autre candidature, une certaine Diana Sapoa, je ne sais plus exactement son nom, mais voilà, tout à fait. Sosoaka ou quelque chose. Ouais. Et vous avez un article de France Info qui vous dit concrètement que la Cour constitutionnelle romaine a interdit sa candidature parce qu'elle estimait que c'était un danger pour l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. Donc ce n'est même plus caché. On dit ouvertement, maintenant on va censurer, interdire d'élection toutes ces personnes-là. Et donc les idéologues comme M. Redchat, entre autres, hein, mais encore une fois, toutes les ONG qui participent à cette influence-là, vont prôner l'idée que être contre l'Union européenne, être contre l'adhésion à l'OTAN, etc., c'est soit être pro-russe, soit être un danger pour la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme ça légitimise eh bien, des opérations de censure. Écoutez, malheureusement, c'est ce que le tableau que vous dressez, qui correspond aussi à ce que je ressens moi-même, est vraiment extrêmement grave. J'ai une petite anecdote que j'ai déjà dite, que je redis ici. En 2017, lorsque j'ai été candidat à la présidentielle à la surprise générale, je n'étais pas attendu. J'ai été ensuite, on m'a donné 0,8% du temps de parole sur l'ensemble du mois où j'ai pu m'exprimer. Ce sont les calculs du CSA, alors qu'il y avait 11 candidats. Si on avait traité les 11 candidats à égalité, tous les candidats auraient dû avoir 9% du temps de parole. 9 fois 11 égale 99%. On aurait dû avoir 9, un petit quelque chose, 9,1%. Donc moi, j'ai eu 0,8 et Macron a eu 25% du temps de parole, alors que personne ne le connaissait. Donc on ne peut même pas se justifier ça pour la part de marché électorale dont il disposait préalablement. Mais lorsque j'ai été invité, un jour j'étais sur France Info TV et j'avais devant moi 4 journalistes. Alors c'est peu dire aussi que les journalistes avaient à mon égard une attitude extraordinairement différente de celle qu'ils avaient à l'égard de M. Macron lorsqu'il arrivait dans les mêmes studios. Pour Macron, les gens prenaient un air énamouré. Comment faites-vous pour être si intelligent, si jeune, si beau? Vous êtes le nouveau Kennedy, c'est incroyable. Est-ce que vous allez réussir ce tour de force? Voilà. Prenant ce genre de propos, alors que moi, j'étais un second-gneugneux, j'étais raciste, antisémite, j'étais complotiste, conspirationniste, d'extrême droite. Enfin, j'avais droit à tous les noms d'oiseaux. Alors que tout est faux. Le ministère de l'Intérieur nous a toujours classés en dehors du clivage droite-gauche. Et je n'ai jamais fait l'objet de la moindre attaque sur toutes ces questions-là, d'ailleurs. Donc, l'anecdote que j'ai, c'est que, étant reçu sur France Info TV, en sortant de l'entretien, il y avait monsieur Jean-Michel Apathy, donc ce journaliste, et qui glisse à l'un de mes collaborateurs
la phrase suivante exactement. Bon, on a invité M. Asselineau parce que c'était obligatoire, mais on ne le réinvitera plus jamais jusqu'en 2022, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine élection présidentielle, et encore s'il a ses parrainages, ce dont je doute. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que c'est quand même? C'est-à-dire que j'ai quand même fait pratiquement 1% des suffrages. 1%, c'est pas 25%, évidemment, mais si moi j'aurais aimé savoir quel aurait été le résultat si j'avais eu droit à 25% de couverture média avec un reportage très favorable, et si Macron avait eu 0,8%. Mais en plus de ça, on a donc des journalistes qui expliquent carrément que ce courant de pensée n'a pas lieu d'être, en fait. Donc on est devant une situation qui est quand même très grave. Et lorsque je lisais les textes de la directive là, sur le bouclier pour la démocratie, en fait, c'est un monde orwellien. On appelle la protection de la démocratie, en fait, l'instauration d'une dictature. Hein. Les mots sont complètement inversés, en fait. Tout à fait, mais c'est complètement ça. Mais si vous voulez, tout ça, ça date, encore une fois, hein, vous remontez dans les opérations du renseignement des États-Unis, même à l'époque des programmes de Reagan, hein, le Democracy Program, c'était, déjà dans cette logique de dire, la démocratie, c'est tout ce qui va dans les intérêts, des États-Unis. Et là, aujourd'hui, eh bien, la démocratie, c'est tout ce qui va dans les intérêts des oligarques qui gouvernent l'Union européenne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est terrible, c'est que ça fonctionne au sein des principaux médias qui ont tout intérêt, mais ça fonctionne aussi chez les journalistes, beaucoup. Et donc, vous avez cette censure qui est entretenue. Et puis derrière, vous avez encore une fois des organisations créées au sein de l'État français, parce que l'État français n'est pas a un rôle particulier. Le gouvernement Macron a eu une certaine influence, hein. En Roumanie, il s'est beaucoup investi. On a eu l'ambassadeur de France en Roumanie qui est allé à la Cour constitutionnelle roumaine quelques jours avant. On a eu Jean-Noël Barrot qui a été appelé par la candidate européiste opposée à Georgescu, qui a appelé Monsieur Barrot pour intervenir contre les ingérences russes. Enfin bon, la France est totalement impliquée dans cette histoire-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des organisations créées, donc que ce soit ce que vous avez cité de la Commission européenne, mais aussi l'organisation comme Viginum en France, qui va alerter sur des fausses menaces d'ingérence russe, eh bien pour, encore une fois, faire croire que ces personnes-là sont potentiellement dangereuses pour les élections et donc il faut les censurer. Donc on rentre dans une période qui est glissante et qui me semble aujourd'hui extrêmement dangereuse, et c'est pour ça que je pense que c'est important que des journalistes travaillent dessus et puissent les dénoncer, entre autres. Madame Ismaili, on arrive à la fin de cet entretien. Je voulais vous remercier pour le travail que vous faites, qui est courageux, qui s'oppose, parce qu'on touche à des vraies puissances d'argent, des puissances qui sont derrière le rideau, comme on dit en chinois, et vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de précision. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact. Si d'aventure, dans quelques mois, vous voulez qu'on refasse une émission pour voir un petit peu l'évolution des choses, vous êtes la bienvenue. Est-ce que pour conclure, il y a quelque chose que vous aimeriez dire, que vous avez à cœur et que vous aimeriez dire pour conclure, et de dire, profitez-en, là on va avoir certainement plusieurs dizaines de milliers de vues, peut-être plusieurs centaines de milliers de vues. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, enfin qu'est-ce que vous pensez important de dire? Peut-être notamment, moi quelque chose qui me préoccupe, c'est tout ce qui concerne justement le fait qu'il faut que les Français se ressaisissent et qu'ils sortent de l'état d'esprit, de l'esprit un petit peu d'hypnose dans laquelle ils sont, et également de soumission à une espèce de menace latente. Il y a une espèce de politique de la menace sourde. Hein. Si on ne pense pas comme a dit tel ou tel truc, à ce moment-là, on est très inquiet. Est-ce que vous avez un message d'espoir ou de réveil à donner à nos auditeurs? Oui, ben moi, le message, c'est que je pense que plus ils basculent vers cette dictature qui n'est même plus en fait cachée, plus je pense que ça veut dire qu'ils sont en train d'être fragilisés. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on ait de plus en plus de médias citoyens, de ce que j'appelle des journalistes citoyens, c'est-à-dire
toute personne, en fait, à partir du moment, voilà, informez-vous, consultez toutes sortes de médias. Il ne faut faire confiance à aucun média en particulier, que ce soit la presse mainstream ou que ce soit des blogs ou autres. Il faut faire confiance à son esprit critique, vérifier les informations qu'on vous donne, vérifier si on source les informations qu'on vous donne. Et c'est comme ça, je pense que, eh bien, on peut se forger un esprit pour, eh bien, lutter contre, résister à cette propagande, parce que malheureusement, effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans une pleine propagande de guerre qui est très, très inquiétante, et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient forgés, qui puissent résister à toutes ces opinions-là. Donc, informez-vous au maximum, voilà. Merci beaucoup, Amélie Ismaili. Rappelez-nous le titre de votre blog. Alors, c'est recheckingmedia.org. Donc ça s'écrit RECHECKING, media, MEDIA.org. Voilà, ça apparaît à notre écran. Merci beaucoup pour cet entretien et puis bon courage pour la suite. Et puis, restons en contact parce que je pense qu'il faut que tous les Français qui, justement, sont soucieux de défendre la liberté, pour nous, mais aussi pour nos proches, pour les gens qu'on aime, et puis pour nos descendants, eh bien, il faut surtout pas baisser les bras, parce que, comme l'avait dit notamment La Boétie, vous savez, qui était un ami de Montaigne, donc c'est au XVIe siècle que ça se passe, dans son discours de la servitude volontaire, il avait dit « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux ». Voilà, eh ben, nous avons tous décidé. Et vraiment, je vous félicite, si je peux me permettre encore une fois, Amélie, vous n'êtes pas une femme à genoux, et de même qu'à l'UPR, nous ne sommes pas des hommes et des femmes à genoux. Merci beaucoup pour cet entretien, et puis à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.